bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog qui commence encore une fois dans une semaine bien hivernale et bien grise, mais c'est pas grave. Tant que j'arrive à me trouver du temps ou de la motivation pour lire, je pense que ça va aller. J'espère que de votre côté, ça va également bien se passer. C'est sûr que ces mois-ci où il y a un peu moins de luminosité, je sais que pour certaines personnes, c'est plus difficile. Moi, j'essaye entre trouver ça pas évident le matin, mais trouver ça intéressant parce que c'est propice à se glisser sous la couette pour lire. Mais bon, on verra bien. Alors, j'entame cette semaine avec simplement une lecture en cours que j'ai commencé la semaine dernière puis j'ai pas voulu bousculer. Je vous invite à consulter mon vlog précédent, là, je vais vous le mettre dans le petit i ici, il est peut-être là. Bref. Pour en fait vous parler un petit peu plus de la lecture que je lis parce que c'est le fameux premier tome de la série des Anna Swenson Mystery de Joanne Fluke. Donc le premier tome s'intitule Chocolate Chip Cookie Murder. Donc je l'ai en numérique puis je lis également en livre audio. Comme je vous en ai parlé la dernière fois, je ne referai pas le topo sur le fait que d'emblée, j'avais vraiment l'impression que c'est pas nécessairement un type de cozy mystery qui s'adressait à moi dans le sens où ça allait pas nécessairement rejoindre mes intérêts. Ça semble être une approche qui était un peu facile, je dirais. On joue quand même un petit peu dans les archétypes, puis peut-être pas dans les préjugés, mais disons qu'on prend des petits raccourcis et tout ça, donc il y a un peu moins de nuances. Mais étant donné la super bonne opinion qu'en ont, bon, Fluent Books, Petite Lectrice, Laura's Readings, donc j'en avais parlé et tout ça, ben je me suis dit, bon, faut oser des fois un petit peu sortir de... J'ai peut-être moi-même des préjugés par rapport à l'affreuse couverture que je vous mets en vrai en anglais. Donc sincèrement, je suis désolée, mais moi je serais jamais attirée par quelque chose comme ça. Ça m'évoque vraiment plus des mystères en série, un peu moins travaillés et tout ça. Bon, la couverture en français est un peu moins pire quand même, on va se le dire. Plus invitante et tout. Mais bref, je l'ai commencé. Et en gros, on va y retrouver Anna Swenson, qui est une jeune femme, l'aînée d'une famille de 3 filles, qui est allée retourner dans son patelin de naissance, qui était Lake Eden, pour aller aider sa mère lorsque son père est décédé. Et avant d'être enseignante, elle va finir par s'ouvrir, elle, une nouvelle vocation, s'ouvrir un café-pâtisserie qui s'appelle The Cookie Jar et qui va un peu être le centre du village. C'est vraiment une petite municipalité où tout le monde se connaît, tout le monde sait tout, un peu à la manière, comme je disais dans mon précédent vlog, de Stars Hollow dans Gilmore Girls. Et dans le fond, c'est elle, évidemment, comme elle est l'espèce de point de ralliement de tout le monde, elle connaît tout le monde, elle connaît les habitudes de tout le monde. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle va découvrir, lors de ce premier tome, le fameux meurtre dont il est question, c'est-à-dire qu'elle va découvrir, dans le fond, qu'un habitué qui vient toujours à la même heure parce que c'est un livreur, ce matin-là, ne se présente pas à la même heure, puis un peu intrigué, va se dire, oh, peut-être qu'il est juste mal pris avec sa voiture, et il va le retrouver dans son camion de livraison, assassiné par balle. Donc, ça commence comme ça. Et étant donné que l'inspecteur du village, le détective en anglais, euh, fraîchement émoulu parce qu'il vient de passer son examen pour devenir détective. C'est également son beau-frère, donc le personnage s'appelle Bill, et qu'il veut vraiment prouver qu'il vaut l'avancement qu'il vient d'atteindre en termes bon, de détective et tout ça. Il va demander l'aide de Anna parce que, étant donné que tout le monde lui parle, tout le monde lui fait confiance, tout le monde l'aime, il se dit peut-être que si elle va chercher de l'information pour moi, ça va m'aider à la résoudre rapidement. Donc, c'est ça la prémisse, puis éventuellement, on va bien entendu découvrir petit à petit qu'est-ce qui pourrait s'être passé, qui ça implique. Là, jusqu'à maintenant, tout le monde était comme un peu impliqué, mais on dirait que tout le monde a finalement des alibis, donc c'est sympathique. Comme je vous disais, les personnages sont quand même, de façon surprenante, quand même assez travaillés, dans le sens où, ben, travaillés. On parle de choses qui sont assez évidentes. Et puis finalement, elle les a quand même un peu nuancées, ce qui fait que c'est un petit peu plus agréable. On sent qu'ils vont potentiellement évoluer. On est quand même dans, par contre, des dynamiques qu'on pressent, là, donc ça sent un peu la romance potentielle, peut-être, entre deux personnages. Il y a quand même quelques petites allusions au fait que, disons, tel personnage est bien bâti, tout ça. Donc ça, moi, ça me laisse de marbre un peu, mais on verra si ça prend pas toute la place. Ça fait aussi partie du ton qui est agréable, parce que l'héroïne a vraiment pas froid aux yeux, déterminée, dit ce qu'elle pense, aucun tact et aucun doigté. Donc ça, j'aime bien ça, c'est vraiment drôle.
Est-ce que ça va vouloir dire que si jamais j'aime ça, je vais pouvoir toutes lire les autres? Je sais pas. Pour le moment, je suis vraiment encore sur les freins. En partie peut-être par une perception erronée de ma part que j'ai de cette série-là. Mais je ne demande qu'à être convaincue, donc ça va, je vais me lancer puis je continue. Pour le moment, j'en suis au quart. Et puis, ben, c'est ça, je le lis en livre audio, donc ça va un petit peu moins vite. Mais cette semaine, j'ai quand même les déplacements, donc je vais sans doute être capable de le terminer pour la fin de ce vlog-ci, étant donné que je le lis en numérique également. Alors, c'est ma lecture en cours. Sinon, est-ce que j'ai des plans pour cette semaine? Ben écoutez, sans trop vous dire, mais ça se peut que j'ai un genre de géant book haul qui va s'en venir parce que je me suis un petit peu laissée aller. J'ai trouvé, en fait, en vraiment pas cher, les éditions, des éditions particulières là, dont vous voyez en voyez quelques-unes ici, là, des Miss Marple chez William Morrow's, l'éditeur. Ils ont refait, dans le fond, des couvertures un petit peu plus fancy. J'aime moins les dos, mais les couvertures sont vraiment belles. Je vais vous donner peut-être un exemple là, ici pour que vous puissiez voir. Puis je pouvais comme toutes les commander vraiment pas cher. Fait, je pense qu'il m'en manquerait juste un ou deux. Donc ça risque d'arriver là, mais ça, c'est pas nécessairement des nouvelles lectures. Mais je vais également avoir techniquement la lecture du Rig Christie 2023, qui est celle du mois de janvier. Cette année, c'est vraiment, ça se base sur les motifs et les quoi donc? Les motifs et les armes du crime. Donc voilà, donc dans celui-ci, c'était le motif de la jalousie. Et dans le fond, le conte qui crée ça, le conte d'Agatha Christie officiel, propose Sad Cypress. Je ne suis pas coupable en français et je l'avais pas. Je l'ai en numérique, mais je voulais l'avoir en papier. Je vous avais dit, mais non, je l'ai en numérique, c'est correct. Mais finalement, j'ai réussi à l'avoir pas cher, donc ça se peut que je l'ai aussi. Alors, ça se peut que ça teinte un peu ma lecture cette semaine. Peut-être que je vais me lancer là-dedans parce qu'on approche quand même de la fin du mois de janvier, puis je ne me suis pas vraiment mis pour le Sad Cypress. Est-ce que je vais en faire ma lecture de semaine? Je ne sais pas. Sinon, j'aimerais bien continuer à avancer, puisque je l'ai un peu laissé de côté, mais j'aimerais bien continuer à avancer, dans le fond, le fameux Lire de Bernard et Cécile Pivot, qui est un essai sur la lecture, un dialogue entre père et fille concernant différents sujets, les lectures d'enfance, plaisir de lire et tout ça. Puis c'est vraiment intéressant. Puis cette édition-là, c'est une édition de luxe, parce que, comme je vous disais, je l'avais déjà présenté, mais il y a souvent des photos de lecteurs pour illustrer un peu, dans le fond, les sections d'interview qui concernent chacun, là, Bernard et Cécile Pivot. Donc, j'aime beaucoup ça. C'est simplement que j'ai proprement pris le temps. Puis, je ne vais pas le rusher parce que c'est un essai que je pense que c'est intéressant qu'il soit comme dégusté. Donc, voilà. Ça se peut que je le continue encore, dans le fond, en lecture au long cours. Sinon, ben, je pense que c'est le compte Triple de Mag qui avait comme lancé ça ou qui l'a lu récemment ou je sais pas trop. Je l'ai peut-être vu passer chez Petite Lectrice, Friend Books, je me souviens plus. C'est une espèce de trio-là, la fameuse gang des tote bags, le gang des tote bags, comme elles disent. Eh bien, ils ont lu le fameux Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Puis moi, je l'avais chez moi en petite édition. Bon, la couverture, la jaquette n'est pas superbe, là, mais c'est les éditions du collectionneur. Ça existe en anglais également, la bibliothèque du collectionneur. Donc, c'est des éditions en reliure en tissu avec les tranches dorées. Puis c'est vraiment intéressant à l'intérieur, c'est super bien fait. Ça donne vraiment l'impression que ce sont des livres d'antan. Puis à l'époque, c'est pas nécessairement des livres de gros format non plus. Donc pour vous donner un peu une idée, là, ça c'est un peu comme un moyen format, mais c'est quand même assez petit. C'est comme un livre de poche, littéralement. Puis, j'ai déjà essayé de commencer le Gaston Leroux. Il est aussi connu évidemment pour le fantôme de l'opéra, mais moi, ça me parlait un peu moins. Parce que le mystère de la chambre jaune, c'est un espèce de huis clos. Pour rappel, c'est un meurtre qui se passe dans une chambre où personne est entré, puis personne n'est sorti. Puis on ne sait pas comment ça se fait que la personne a été assassinée. Donc, dans le fond, on dit que Agatha Christie s'en est beaucoup inspirée. Puis j'avais commencé, c'est l'inspecteur Rouletabille qui fait rire à chaque fois, le nom. J'avais commencé, puis c'est un peu rébarbatif. C'est dense, il n'y a pas beaucoup de dialogues, puis c'est des dialogues qui sont inclus dans le texte, donc des dialogues, je me souviens plus c'est quoi le terme en français, mais avec 2 points, on ouvre les guillemets, ils ne sont pas nécessairement avec des tirets, donc c'est sûr que ça rend les choses un petit peu plus... Puis j'avais commencé plusieurs fois, puis j'avais vraiment jamais poursuivi, mais c'est quand même vraiment un classique. Donc là, j'ai rien à me demander. Soit que je le mets cette semaine, ou peut-être que je pourrais essayer de trouver une place dans mon fameux défi du Cold Winter Challenge qui est là. J'en ai rajouté beaucoup, j'en ai lu, j'en ai pas lu, mais ça se peut que j'y trouve une place pour être sûr que je lise parce que ça m'intéresse. Finalement, j'ai comme un élan parce qu'en m'en parlé, puis je me suis dit, ben oui, dans le fond, t'es capable de lire ça. Donc voilà. Peut-être que ça va être cette semaine, peut-être que ça va être dans les prochaines semaines, mais je voulais juste vous montrer parce que c'était comme dans l'air. Et sinon, je suis passée à la bibliothèque pour aller chercher une réservation que j'attendais depuis longtemps. C'est le fameux Les Facétieuses de Clémentine Bovet. Et ça, j'en ai beaucoup entendu parler sur plusieurs comptes, mais particulièrement chez Le Souffle des mots. Et puis, je crois,
peut-être Margot Lisotte, même ça, c'est plus le souffle des mots. Puis c'est vraiment intéressant. En fait, c'est l'autrice Clémentine Bovet qui est bien connue pour sa plume bien pendue. Et dans le fond, j'ai oublié la quatrième parce que c'est vraiment particulier. On est vraiment dans une espèce d'envolée déjantée. Donc, c'est l'héroïne. Donc, c'est de l'autofiction, mais pas vraiment, c'est plus de la fiction. L'héroïne, Clémentine Bovet, autrice jeunesse déprimée par une série d'échecs littéraires et amoureux, trébuche sur une curieuse énigme historique. Qui était la marraine, la bonne fée du petit prince Louis XVII, fils de Louis XVI et Marie-Antoinette? Comment cette fée, dotée comme toutes ses consoeurs de l'époque de pouvoirs magiques puissants, a-t-elle pu abandonner le petit prince à une mort atroce? Plus étrange encore, pourquoi a-t-elle disparu des archives de l'histoire après la Révolution? Et si derrière ce mystère se trouvait la clé d'un autre, encore plus grand? Que s'est-il passé le jour où la magie s'est évaporée? Donc ça m'intéresse vraiment. C'est quand même assez dodu, je dirais. C'est 310 pages, puis bien rempli. Mais Clémentine Bovet, elle a une plume vraiment délicieuse. Puis bon, celle-là, je veux vraiment le lire. Est-ce que ça va être cette semaine? Je ne sais pas, mais je l'ai emprunté. Puis pas question que je la rapporte à la bibliothèque sans que je l'ai lu. Donc voilà, je m'engage devant tout le monde ici. Donc c'est publié, j'ai oublié de le dire, mais c'est publié chez Sarbacane. C'est dans la collection X ou Exprime, je me souviens plus. C'est quoi le nom de la collection? Mais c'est chez Sarbacane, ça je sais. Est-ce que j'ai quelque chose là-dessus sur la page de titre? Édition Sarbacane. Non, je n'ai pas plus d'informations. Donc, je sais juste qu'il y a un X apostrophe, mais... Ah, Exprime, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, le petit logo de la collection X, c'est une espèce de petit X apostrophe ici, comme ça. Mais dans le fond, c'est la collection Exprime. Alors, voilà. Donc, ceci, éventuellement, sur vos écrans. Alors, sur ce, écoutez... encore une longue entrée en matière, mais ça valait la peine quand même que je fasse une bonne introduction. Donc, je vous souhaite un bon début à ce vlog. Je vous dis évidemment, comme à mon habitude, à nos livres. Et allons-y! Eh bien, bonjour. Alors, un petit coucou rapide avec un éclairage pas super top, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de pas trop bouger, je pense pas quelque chose comme ça. Parce qu'on est vraiment dans la noirceur. Parce que j'ai reçu des petits colis que mon copain est allé chercher gentiment au bureau de poste. Alors, je vais ouvrir ça avec vous. Là, préparez-vous mentalement. Ça va faire du bruit parce que je les ai pas pré-ouverts. C'est toujours les boîtes que j'arrive pas du tout à ouvrir. Donc, on va y aller. C'était vraiment ce dont je vous avais parlé. C'est-à-dire, j'ai eu l'occasion d'avoir... je ne suis pas tant une collectionneuse de l'objet livre, mais là, on dirait que j'avais envie d'en avoir. Donc, c'était les mêmes nouvelles éditions pour les Miss Marple qui ont été faites avec des fleurs... Excusez-moi. Ah ouais. Avec des fleurs sur le dessus. Ça a été fait, je pense, chez William Morrow et Harper Collins aux États-Unis. Dans le fond, ça fait comme une espèce d'unité. Alors, je vais vous montrer en espérant qu'ils vont être moins abîmés que l'autre fois lorsque je les ai reçus. Ouais, je vais tout vous les sortir comme ça. Ça va nous faire... voilà. Super. C'est ça. Alors... Tout d'abord, je me suis permis une petite surprise. J'ai trouvé dans ces éditions-là que je trouve vraiment cocasse une édition qui s'appelle Pulp the Classics de The Hound of the Baskervilles de Arthur Conan Doyle. Donc, un des Sherlock Holmes, un classique, Le Chien des Baskervilles, avec les couvertures vraiment un peu d'époque qui font vraiment, je sais pas, je suis pas sûre que c'est vraiment une édition, mais ça dit, je sais pas si ça le dit... Bon, c'est quand même une édition qui date de 2013, mais ça a été fait volontairement avec un style qui fait un peu ancien, puis je trouve ça vraiment cool. Puis j'avais aucune copie de chez les Baskerville, puis je me suis dit peut-être que je pourrais me le relire, donc voilà, ça, c'est vraiment pas cher. Et sinon, j'ai ici, attention, la grande arrivée des fameux Miss Marple. Donc, dans cet envoi-ci, ben là, vous savez, j'en avais quelques-uns ici. Dans cet envoi-ci, j'avais The Body in the Library. Alors voilà, j'ai quand même montré un petit peu les couvertures parce que c'est ça qui m'a intéressé. Mais ce que je vous disais, c'est que le dos... Ah bon, ils sont encore un peu abîmés, mais
c'est pas grave. C'est que le dos n'est pas super intéressant, mais au moins la couverture était sympathique. Sinon, Sleeping Murder, ça je la trouve vraiment cool. Ensuite, un de mes classiques que j'adore, At Bertram's Hotel, ce qui est quand même audacieux, parce qu'il n'y a pas de thé. Ouais, je pense que c'est tout vraiment des livres semi-abîmés. Ensuite, il y avait Nemesis. Voilà. Ensuite, j'ai recommandé... Ah, oui, je l'ai encore reçu abîmé. J'avais recommandé The Moving Finger parce que je l'avais reçu vraiment abîmé la dernière fois. Là, celui-là, il est quand même pas si mal. Ensuite, j'ai They Do It With Mirrors. Et enfin, The Murder at the Vicarage. Donc, une partie quand même de la collection. Puis bon, je constate vraiment qu'ils sont abîmés. J'imagine que c'est pour ça qu'ils étaient pas chers. On peut pas avoir tout. Ils sont abîmés, je veux dire, les dos. Un petit peu, mais voilà, bien contente. Et ensuite, pour la prochaine boîte, qui en avait juste 2-3, encore, attention, mettez à mute votre son. Parce que, encore une fois, je vais me battre. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'ils mettent toujours... Ils ont un seul format de boîte, qui est assez grand, comme vous pouvez le voir. Là, c'est pas Amazon. Je commande pas chez Amazon, mais... ils ont un seul format de boîte qui est très grand, puis ils mettent pas rien pour protéger. En même temps, bon, c'est plus écologique, là, vous allez me dire. Mais ça fait que des fois, les livres ne se rendent pas nécessairement en un morceau. Donc, voilà. C'est bon. Eux, ils ont l'air d'avoir bien survécu. Alors, j'en avais 2 autres de la fameuse collection de Miss Marple. Alors, The Mirror Cracked from Side to Side. Et celui-là, j'aime moins habituellement les colligés. Là, je crois qu'ils ont rassemblé. Puis c'est ça, je pense, ils sont tous chez William Morrow, ceux-là. Oui. Ça, c'est un colligé de toutes les short stories de Miss Marple. Puis dans le fond, ils nous disent ça vient de quel. Comme il y avait 13 Problems. Ouais, dans le fond, ils les ont pas mis nécessairement. Ça, j'aime moins ça. Ils ont comme pris pas l'intégrale, mais ils ont pigé quelques histoires dans d'autres recueils. Non, ils ont mis complètement The 13 Problems. Je crois qu'ils ont pris une histoire dans The Regatta Mystery and Other Stories. Ils ont pris 4 histoires dans Three Blind Mice and Other Stories, puis 2 histoires dans Double Sin and Other Stories. Donc, peut-être que c'est parce qu'ils ne voulaient pas dédoubler, mais bref, voilà. Donc, il y avait ceci. Et enfin, ben, le fameux que je vous avais dit que je n'allais pas acheter en livre physique, mais... Et voilà, le fameux Sad Cypress. Puis celui-là, ben non, c'est pas la même édition, parce que c'est pas un Miss Marple, c'est un poireau. Donc, on le voit ici dans le haut. Et c'est la fameuse lecture... ah, c'est chouette, ces éditions. C'est la fameuse lecture du mois de janvier. Non, je cache le bas de la couverture. Du mois de janvier du Read Christie 2023. Et j'ai bien hâte de m'y mettre. Puis, je les aime beaucoup quand je vous dis ça, parce que c'est comme super aéré, là. Ça n'a rien à voir avec les éditions qu'on a actuellement pour les Hercule Poirot. Fait que je vais voir, est-ce que je vais me le faire cette semaine, peut-être, une fois que je vais avoir terminé mon audacieux... mon audacieux Joanne Fluke, ou alors je me le mets en même temps. Peut-être que je pourrais lire en papier, puis pas l'avoir en livre audio. On va voir. De toute façon, c'est super aéré et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pages. 276 pages. Puis anyway, c'est toutes des relectures, là, je le connais quand même bien. Alors voici pour le gros book haul qui est absolument pas dans mes habitudes. J'ai vraiment eu une bulle au cerveau. J'espère que ça ne se reproduira pas trop souvent, mais là, pour les Agatha Christie, je suis vraiment... je suis un petit peu... j'ai un peu de problème à me retenir. Donc, voici. Donc, c'est vraiment juste parce que c'est la collection des Miss Marple. Et puis, le Read Christie du mois de janvier et la petite couverture cocasse du Arthur Conan Doyle. Alors voilà, c'était le book haul. Ben, je vais vous reprendre pour des choses plus intéressantes, là, comme vous parler de lecture dès que je peux. Alors sur ce, ben, je vous dis à tout bientôt. Hey! Alors un petit coucou très rapide de midi, en plein vent. J'espère que vous allez m'entendre correctement. Mais pour vous faire un petit update, j'ai pas commencé une nouvelle lecture, mais je poursuis ma fameuse lecture du Chocolate Chip Cookie Murder de Joanne Fluke. Et puis, ben, écoutez, jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. L'intrigue semble quand même bien ficelée. C'est sûr qu'on explique beaucoup, encore une fois, au lecteur, là, donc c'est encore peut-être un
un bon exemple de livre que les gens qui sont moins habitués avec des cozy mystery pourraient peut-être choisir. Puis ce que je trouve un peu cocasse, c'est que ça fait vraiment longtemps que la série a été écrite. Parce que je viens de tomber sur... en fait, dans les personnages vont avoir éventuellement à utiliser leur caméra. Puis là, on parle de « Oh non, j'ai plus de film », donc pour évidemment les caméras argentiques. Donc ça m'a fait un petit peu rire. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas rien d'autre qui vieillit mal. Mais ça m'a juste fait sourire de voir que c'était un petit peu... je faisais partie des gens qui connaissaient ça, les caméras à film, donc quand même. Alors écoutez, voilà, je vous reviens dès que je peux, mais je vais juste vous faire le petit point d'info du midi quand même, pour vous dire que bien honnêtement, j'en profitais bien. Je pense que ça va être une lecture chouette, on se casse pas la tête. Les personnages sont assez intéressants pour que ça nous fasse sourire. En même temps, c'est ça, comme je vous dis, ça réinvente pas la roue de l'originalité là, concernant surtout la structure des personnages. Mais bon, jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. On verra bien. Est-ce que cette série fera mentir ma perception du départ? On verra. Je vous tiendrai au courant. Alors, bye bye. Hey, bonjour! Alors, je vous fais un petit coucou en direct de mon studio improvisé, comme d'habitude, parce que j'ai terminé cette lecture que j'avais entamée en étant sceptique, qui était le premier tome des Anna Swenson Mysteries de Joanne Fluke. Donc, je vais vous mettre la couverture en français parce que même si j'ai lu en version originale, la couverture de la version originale est totalement décourageante. Alors, voici mon verdict. Pour rappel, j'avais décidé de lire ce livre-là parce que j'en entends parler partout par les booktubers, dans plusieurs booktubers avec qui j'ai beaucoup d'affinités, de goût littéraire, qui aiment beaucoup la qualité et tout ça, dans l'écriture et puis la construction des intrigues. Et j'avais un peu un doute par rapport à mon appréciation potentielle de cette série-là. Et je vous dirais que ça s'est à moitié confirmé. Donc, mon verdict, ce fut une bonne lecture dans le sens où ça a été agréable et divertissant. Je me suis pas cassé la tête. Et malgré le fait qu'on tient beaucoup le lecteur par la main, contrairement par exemple à des romans comme Agatha Christie où l'autrice tait volontairement des détails qui font en sorte qu'on les a pas tous, donc on peut pas vraiment déduire qui est le ou la meurtrière. Dans ce cas-ci, l'autrice est comme super transparente, puis elle nous envoie sur des pistes, puis on se dit « Ah, c'est super facile, ça va être ça ». Par contre, la chute, j'admets que j'ai quand même été trop intéressant de voir que finalement, jusqu'à la fin, à chaque fois, je me disais « C'est dommage facile, je l'ai su trop vite ». Puis bon, la personne impliquée dans le fameux meurtre, en fait, qui finalement se trouve à être des meurtres, qui sont constatés dès le départ du livre, eh bien, c'est surprenant. Bon, ça, c'est vraiment un point positif. Ensuite, l'autre point positif, les personnages sont vraiment attachants. Ils ne sont pas, comme je disais, ça ne réinvente pas la roue de l'originalité. On s'attarde un petit peu, parfois dans des clichés et des raccourcis. Puis, dans certains cas, là, il y a eu une petite partie qui était comme vraiment inutile, un peu grossophobe là, sur un des personnages, qu'on n'avait vraiment pas besoin de s'attarder sur ses caractéristiques physiques, puis ça a été comme super long, puis c'était la personnage principale qui parlait, puis ça m'a un peu fait décrocher, mais ça a été un seul événement dans toute la série, puis c'est sûr que je m'attendais quand même un peu à ça, parce que comme je vous disais, je sentais que bien que la plume était habile dans le sens qu'elle divertit bien le lecteur, que l'intrigue est bien construite quand même, que les personnages sont attachants, on n'avait pas fait dans la nuance concernant la mise en contexte, puis on prend quand même beaucoup de raccourcis. Donc, bref, je vous ai amené un point positif, et finalement, le bémol était là. J'ai un peu moins aimé ça. Est-ce que je lirais les autres? Je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, si j'ai vraiment besoin de décrocher ou quand les nouveaux tons vont sortir, si jamais il y en a, j'en entends parler, puis ça m'intéresse d'avoir une lecture vraiment pas casse-tête, d'accord. C'est moins dans ma talle de goût. J'ai pas toujours le goût d'être confrontée, là. Faut pas penser ça. Au contraire, la preuve, les Agatha Christie, c'est pas de la grande... c'est pas des grands arabesques littéraires. Par contre, je trouve quand même que c'est un petit peu mieux
je sais pas, peut-être c'est juste un préjugé, là, mais je sens moins dans quand même la formule à clé, là, même si c'est quand même des formules à clé. Bon, enfin, c'est des goûts et des couleurs, là. J'ai moins aimé ça, mais j'ai pas détesté ça. Donc, ça reste une bonne lecture. Je suis contente de l'avoir tenté parce que ça faisait longtemps que je résistais. Puis tant qu'on ne le sait pas, on le sait pas. Je le suggérais sans doute à des gens, dépendant de c'est quoi leur profil de lecteur. Peut-être des gens qui ont tendance à peut-être un petit peu plus lire, qui sont moins habitués avec le policier, qui sont peut-être un petit peu plus dans, je sais pas, moi, la romance ou la romance historique. Je parle vraiment léger, là, où la romance a une grande part. Peut-être que je pourrais leur suggérer ça, parce que sans être omniprésente, la romance est quand même présente un peu. On la sent arriver avec ses gros sabots, puis c'est quand même réjouissant là, comme lecteur, mais c'est pas non plus, c'est pas très subtil, disons. Donc voilà, je dirais que verdict, bonne lecture. Ça m'intrigue toujours de savoir qu'est-ce qui peut avoir autant séduit potentiellement là, les fameuses booktubers qui en ont parlé, puis qui pourtant ont des goûts littéraires qui se rapprochaient, même qui des fois je trouvais qu'ils étaient un peu exigeantes par rapport à des auteurs qui avaient trouvé beaucoup de bémols, puis que je trouvais que, tu sais, donc au niveau de la qualité, mais écoutez, c'est correct, des fois ça vient nous chercher pour des raisons qu'on ignore, et puis tant mieux, puis c'est vrai que la couverture française est vraiment attrayante, mais je suis vraiment heureuse de l'avoir lu en version originale, parce que la version traduite, à mon avis, doit être encore plus remplie de, non seulement peut-être un petit peu plus des raccourcis de style cliché, mais avec en plus des petites expressions d'argot franchouillard de traduction, là. Ça se passe quand même vraiment dans une petite municipalité aux États-Unis, dans le Minnesota, je crois. Oui, le Minnesota. Donc, vraiment, il faut qu'on reste avec l'authenticité. Donc, voilà. Bonne lecture. Je vais peut-être en relire d'autres, on verra, mais je pense pas que je vais m'atteler à la suite de cette série-là d'emblée. Sinon, j'ai découvert par hasard, parce que j'ai vu passer dans les nouveautés, comme tome 2 de cet album jeunesse-là, j'ai découvert un super album jeunesse que j'ai comme eu la chance de consulter. Et ça s'intitule, je vais vous mettre la vignette parce que je vous ai mis des images juste un petit peu avant, mais c'est le livre qui ne voulait pas être lu de Simon Sundin. Peut-être que je me trompe. Je me souviens déjà pas. Sundin, je pense. C'est chez Robert Laffont. Et ça fait partie des albums jeunesse de type interactif, un peu comme, il y en a eu plusieurs comme ça, où dans le fond, le lecteur est interpellé directement. Donc, cette fois-là, on coupe un peu le quatrième mur entre la narration et le lecteur. Le lecteur, on lui demande de, à un moment donné, faire tourner le livre, secouer le livre, refermer le livre et tout ça. Mais ça ne s'adresse pas, par contre, à un public si jeune. Souvent, on va voir ça avec des cartonnés, donc vraiment pour les tout petits, par exemple, entre peut-être 1 an et 2 ans. Là, celui-là, je dirais que l'histoire est quand même assez longue et donc on peut vraiment aller plus, bon, encore dans le préscolaire, mais je dirais presque avec peut-être 2 à 4 ans, dépendant du type d'attention que les jeunes ont, puis c'est vraiment savoureux. Donc, c'est vraiment l'histoire. Ça dit que c'est un parent qui décide de lire un livre à un enfant qui ne veut pas dormir et il va commencer à prendre un livre, puis là, finalement, le livre va refuser d'être lu. Donc, on comprend entre les lignes que le parent essaie un peu d'inventer au fur et à mesure, puis l'enfant ne veut pas dormir, puis c'est vraiment savoureux. Il y a beaucoup d'interactions dans l'image. On essaie divers types d'interactions avec le lecteur. Que ce soit par rapport à l'illustration, que ce soit des actions qu'on demande. À la fin, même les mots sont mélangés dans la page, donc on ne sait plus dans quel ordre les lire. À un moment donné, les mots disparaissent, il faut compléter un peu. C'est super intéressant. Je ne pense pas que ça va faire s'endormir un enfant parce que ça l'interpelle beaucoup. Donc, je vous dirais qu'en famille, ça doit être super. Potentiellement, avec la petite enfance, ça doit être super. Aussi en animation, hors du compte, ça doit être vraiment intéressant à avoir. J'ai adoré ce livre-là. Ça a été un coup de cœur absolu. Puis, il y a un second livre qui vient tout juste de sortir, qui vient tout juste de paraître en traduction française parce que c'est un auteur suédois. Donc, c'est traduit du suédois. Donc, il vient tout juste de paraître, puis c'est sûr que je vais avoir envie de le découvrir. Et je pense que c'est un incontournable familial, un incontournable des milieux de garde, un incontournable peut-être, dans le fond, à la maternelle, même à la limite, là, mais c'est vraiment, mettez ça dans vos rayonnages. Comme je vous dis, c'est pas le seul de cette sorte-là. Il y en a eu plusieurs qui ont été faites. Puis je pense qu'il y en avait un qui c'était The Book with No Words. Je me souviens plus. Je vais vous mettre la couverture là, qui avait été faite, qui me fait un peu penser à ça là, comme interaction. C'est pas parce que c'est original au point où c'est la première fois qu'un auteur jeunesse fait ça. Pas du tout. Mais celui-ci est super habile, bien fait, avec un visuel pourtant très humble, parce que justement, ça laisse place à l'imagination. On n'est pas dans les grosses illustrations, comme vous pouvez le voir, en quadrichromie.
on dicte pas aux lecteurs, aux jeunes lecteurs, qu'est-ce qui est censé y voir. Il y a autant des indications d'action que de laisser place à l'imaginaire. Donc ça, je trouve ça super audacieux quand même parce qu'en effet, souvent, on va s'attendre pour les albums jeunesse que ce soit tout mâché un peu là, pour l'enfant. Puis, mon Dieu, il ne faudrait pas qu'on perde son attention. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on invite le parent à ce qu'il y ait une interaction avec l'enfant ou la personne qui raconte l'histoire à ce qu'il y ait une interaction avec l'enfant. C'est vraiment super. Je suis peut-être super en retard, mais je pense qu'en français, ici, celui-là est paru en mai 2022, donc c'est quand même assez récent. Mais peut-être qu'il y a eu un engouement, puis je l'ai manqué complètement. Mais je suis bien contente de m'être rattrapée rapidement. Puis n'hésitez surtout pas, c'est un album à semer à tout vent. Alors voilà, c'était pour mes deux petits comptes rendus de lecture du jour. Et puis ben là, je me ramasse encore dans la situation où j'ai aucune idée qu'est-ce que je veux lire pour la suite en livre audio. J'ai trouvé Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, que je vous ai dit que j'aimerais peut-être lire parce que j'ai vraiment une petite édition de poche. Mais là, je ne sais pas si je vais enchaîner avec un autre policier. Même si l'autre, c'était vraiment un cozy mystery, là, puis le mystère de la chambre jaune, c'est plus un polar plus type classique. Sinon, je ne sais pas trop faire quoi je vais me tourner, donc je vais regarder peut-être là, pendant la suite de ma pause dîner, je vais voir si je peux pas me sentir interpellée par quelque chose d'autre. Mais sinon, ça pourrait être ça quand même que je fais, puis que je finis peut-être en livre papier là, pour le Gaston Leroux parce que je l'ai vraiment en main. Je vous disais que je vais lire Les Facétieuses aussi de Clémentine Beauvais. C'est juste que je ne l'ai pas trouvé en audio. J'aurais peut-être aimé ça à pouvoir au moins le commencer en audio pour ne pas être pris. Parce que j'ai quand même un long trajet au retour du boulot ce soir. Puis j'ai pas envie d'avoir aucun livre audio lorsque je vais m'en revenir. Donc, bref, on verra bien. Mais je vais vous tenir au courant de toute façon, vous le savez. Comme toujours. Alors, ben écoutez, je vous dis à bientôt. Eh bien, bonjour. Alors, je fais un petit coucou en cette journée. Il est très enneigé d'ailleurs. Sans doute que vous allez m'entendre sur fond de déneigement à l'extérieur. Alors, je vais simplement vous faire un petit point lecture parce que finalement, j'ai décidé de me lancer dans la lecture audio de la version audio en fait de Sad Cypress d'Agatha Christie. Et j'ai pris cette décision-là parce que j'ai enfin réussi à y avoir accès, dans le fond, via un site d'archives, je pense que ça s'appelle Internet Archives, dans le fond, puis on peut écouter différents documents d'archives en ligne. Puis, dans le fond, le livre qui a été produit par la BBC, je crois, je me souviens plus trop, mais qui était lu par David Suchet, qui est l'acteur qui a joué le plus marquant, qui a joué le Hercule Poirot, était disponible. Donc, j'ai décidé de au moins l'entamer comme ça. Puis ensuite, je vais sans doute le lire en version papier. J'ai quand même bien avancé. Je suis rendue presque à la fin de la première partie. Donc, dans le fond, j'ai lu ceci ici. Il me resterait là, ça ici. Mais comme je vous disais, ce livre-là, il est hyper aéré. Là, donc, ça va quand même assez vite. Je connais vraiment, vraiment beaucoup cette histoire-là. Je l'ai énormément vue, Sad Cypress. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est la version en français, c'est « Je ne suis pas coupable ». Donc, on va y trouver Elinor Carlisle, qui est la nièce de Madame Wellman, qui est une femme, une veuve, qui était très fortunée, très dynamique également, mais qui malheureusement, en raison d'AVC, je pense que c'est ça, stroke en anglais, donc va finir par décliner assez rapidement. Et puis, elle a toujours été beaucoup visitée par ses neveux et nièces, donc entre autres Elinor Carlisle, ainsi que son autre neveu, Roderick, évidemment parce qu'il l'aimait bien et tout ça, mais bien entendu parce que en cas de décès, ce sont ses héritiers, parce que ce sont ses plus proches parents. Donc, il y avait, disons, une motivation partagée, mais c'était quand même il venait quand même la voir avec un intérêt réel. Et puis, dans le fond, cette histoire-là va se passer, elle va commencer alors que Elinor Carlisle, elle est accusée du meurtre de Mary Gerard, qui est en fait la fille d'un des, je me souviens plus c'est quoi, jardinier peut-être, là, qui travaille pour Madame Wellman, et qui est un peu évolué avec Elinor et Roderick quand elle était plus jeune, mais c'est dans le fond comme étant la fille d'un serviteur, là, donc pas nécessairement au même standing, mais à qui Madame Wellman s'est beaucoup intéressée, elle lui a payé une éducation et tout ça, donc. Et Elinor Carlisle, elle est accusée du meurtre de cette jeune femme-là, qui était devenue finalement une rivale, parce que Roderick, qui était l'autre neveu, avait d'abord eu des vues pour Elinor Carlisle, et cette Mary Gerard-là, avec toute sa candeur, est arrivée là sans s'en rendre compte et a un petit peu bousculé les choses. Donc ça, c'est la prémisse. Donc on commence comme ça au procès, où est-ce que Elinor Carlisle est accusée, et
ensuite, on va revenir dans le passé pour voir qu'est-ce qui a mené, dans le fond, à ça. Donc, toute la première partie, c'est vraiment la maladie de Madame Wellman, la dynamique entre Eleanor Carlyle et Roderick, l'arrivée de Mary Gerard, et puis ensuite le décès assez rapidement de Madame Wellman et les surprises dont je ne parlerai pas trop qui vont arriver concernant l'héritage. Donc, c'est un Hercule Poirot, mais je me souvenais plus qu'il arrivait si tard dans le livre. Si je me souviens bien, il arrive seulement à la partie 2. Et la partie 2 commence, juste pour vous donner une idée, dans le fond, ça commence à la page 111 dans la version papier que j'ai ici, sur un total de 276 pages. Donc, c'est quand même presque à la moitié que le personnage d'Hercule Poirot va arriver. Et dans les adaptations qui ont été faites télévisuelles, on fait souvent arriver Hercule Poirot vraiment plus tôt. Il y a comme, à la limite, il me semble, une communication assez rapide parce qu'évidemment, on ne joue pas avec le même espace-temps. Dans le livre, on commence par le procès, puis après ça, on revient dans le passé. Évidemment, dans l'adaptation télévisuelle, on fait un peu plus peut-être de retour entre le présent et le passé, un peu plus rapidement, ce qui fait que je crois que c'est pour ça que Poirot est impliqué plus rapidement. Mais dans le livre, c'est vraiment, au départ, il n'y a pas d'intervention de Poirot. Donc, ça m'a bien fait sourire. Jusqu'à maintenant, c'est assez similaire à l'adaptation télévisuelle, sauf pour le rapport au temps, comme je vous disais, puis le rapport à l'arrivée de Poirot. Et ça a toujours été une histoire que j'ai trouvée terriblement triste, en fait, parce que en fait, je vous en dis pas plus, mais terriblement triste. Mais je me souviens plus trop exactement. Je crois que je me souviens de la fin. Donc, malheureusement, de la personne impliquée dans ce qui va se passer potentiellement. Donc, évidemment, on commence avec le procès de la mort de Mary Gerard. Fait que c'est pas un divulgateur, là, on le sait dès le départ. Je pense que je me souviens de l'identité de la personne, mais je ne suis pas certaine exactement. Il y a certains trucs qui me manquent là, comme détail. Donc, c'est vraiment une relecture, mais quelque chose que je connais quand même bien. Pour les autres livres du Agatha Christie, du Reed Christie 2023, je vais regarder qu'est-ce qu'il suggère. Puis, je vais peut-être essayer quand même de lire parce que, comme je vous disais, pour les Miss Marple, j'avais eu des belles surprises en les relisant. Finalement, à force d'avoir juste écouté les adaptations télévisuelles, je perdais le fait que dans les Agatha Christie, les romans, ben, comme c'est souvent le cas, là, mais il y avait beaucoup plus de profondeur, puis plus de couches, puis de second degré, puis de compréhension. À date, pour le Hercule Poirot, je l'ai perçu, mais un peu moins. Donc, je vais voir si ça implique des Hercule Poirot. Je vais peut-être essayer de me trouver des lectures alternatives ou des livres que j'ai moins lus, avec la superbe collection d'Agatha Christie de Miss Marple que j'ai là. Peut-être que je pourrais plus piger dans des choses comme ça, mais on va voir. Mais pour le moment, je ne suis pas déçue de faire cette lecture-là. C'est juste que c'est sûr, je la connais quand même pas mal. Par contre, la version audio que je suis en train d'écouter, je pense que je vais essayer de vous trouver. Bon, moi, j'ai accès par, comme je vous dis, là, un endroit où on peut l'écouter en ligne, Internet Archives, mais c'est également disponible à l'achat, je crois. Donc, je vais vous mettre quand même la petite vignette parce que la narration en langue originale de David Suchet est vraiment parfaite. En plus, on n'entend absolument pas la voix d'Hercule Poirot parce qu'évidemment, c'est un acteur, donc il travaille très bien. On voit vraiment le travail qu'il a fait également lorsqu'il a incarné Hercule Poirot dans la plupart dans toutes les adaptations qui ont été faites. Il s'est vraiment créé une voix, une posture, un personnage qui était vraiment cohérent avec le personnage d'Agatha Christie, mais c'est pas sa voix naturelle du tout. Donc au départ, je ne savais même pas sûre que c'était lui qui lisait. Je pense que je m'attendais à ce que ce soit la voix d'Hercule Poirot. Un peu plus comme quand j'avais écouté les Miss Marple qui étaient lues par Joan Nixon, celle qui incarne Miss Marple absolument dans les adaptations. Elle, sa voix naturelle était vraiment plus proche de celle qu'elle donnait à Miss Marple lorsqu'elle jouait, alors que David Suchet, on voit vraiment qu'il y a eu un travail de construction de personnage. Donc c'est super intéressant. Puis tellement bon pour passer d'un personnage à l'autre. Au niveau des émotions, c'est déchirant. C'est vraiment bon. Bon, je ne sais pas c'est qui lit en français si vous le lisez. Je ne suis pas coupable en livre audio, mais si jamais vous voulez l'essayer, c'est vraiment pas compliqué quand même. Là, c'est pas du gros vocabulaire. Cette version-là est vraiment excellente. Donc, voilà. Voilà où j'en suis. Puis je vais vous tenir au courant pour la suite des choses. J'ai hésité à commencer le mystère de la chambre jaune, mais comme je savais que j'étais un petit peu, je roulais un peu dans les derniers milles pour mon mois de janvier du Reed Christie, j'ai décidé de me lancer dans Sad Cypress. Puis peut-être que je vais quand même enchaîner avec le mystère de la chambre jaune en fin de semaine si je le lis assez vite quand même, Sad Cypress. Ça me fera une semaine complètement en cozy mystery un peu, ou en tout cas en policier traditionnel.
On pourra faire comme si c'était une thématique. Puis sinon, je verrai. Sinon, je vous disais vraiment que je voulais quand même entamer les facétieuses qui est là, ici, le livre bleu. Mais je vais voir ce que je vais trouver faire. Puis sinon, ben, c'est sûr que ma pile qui est là, j'aimerais quand même ça, c'est être capable de pouvoir en piger un peu d'ici la fin février pour le Cold Winter Challenge. Mais comme je vous disais, ça pour moi, c'est pas une pression. Puis j'en ai déjà lu quelques-uns, puis j'ai déjà comme atteint mon objectif. Mais je me sens en lire d'autres après, là, on verra bien. Alors voilà, c'est le petit topo rapidou de la journée enneigée au sein de laquelle on évolue aujourd'hui. Alors, ben, je vous dis à tout bientôt! Eh bien, bonjour! Alors, je vous fais un petit retour tout de suite parce que finalement, j'ai vraiment dévoré le fameux Sad Cypress d'Agatha Christie que je lisais dans le cadre du Read Christie 2023 et j'ai vraiment dévoré la version audio lue par David Suchet. Elle était excellente, cette version-là. C'était un délice. Je pense que c'est le meilleur livre audio que j'ai jamais écouté. C'est talentueux. L'acteur fait toutes les voix, mais avec tellement d'émotion. C'est impressionnant, là. C'est un tour de force. Excellent. En plus, j'ai découvert, comme je pensais finalement, que l'adaptation de ce roman-là, avec David Suchet, justement, en série télévisée, ils ont vraiment changé beaucoup de choses parce que c'était pas nécessairement évident. En fait, c'est un roman qui se divise en 2 parties, puis ça se passe principalement lors du procès d'Elinor Carlisle. Et oui, il y a des retours dans le temps. Puis le rôle de Poirot, comme je vous disais, il arrive seulement dans la 2e partie. Il arrive là à la demande du docteur Lord, qui est là, qui fait partie, dans le fond, qui traitait, entre autres, Madame Wellman, puis qui va être là lorsqu'il va avoir... lorsque le corps de Mary Gerard va être découvert. Et puis, c'est lui qui demande à Poirot de s'impliquer parce qu'il est certain que Elinor Carlisle n'a pas commis le meurtre. Puis même si elle l'avait fait, on dirait qu'il veut comme la sauver à tout prix. Puis c'est comme ça que Poirot se retrouve impliqué. Puis oui, on va suivre dans le roman Poirot, dans la 2e partie, qui va poser des questions, qui va semer des doutes chez le lecteur, qui va faire ressortir justement des choses qui étaient un peu restées cachées. Mais ensuite, on retourne au procès. Donc, cette espèce de bulle-là, où on va suivre un peu Poirot en plein milieu de l'histoire, on va faire sortir des choses. Ensuite, on retourne au procès parce que ce que le Dr. Lord a demandé à Poirot, c'est de fournir des munitions à l'avocat de la défense d'Elinor Carlisle. Fait que ça va être par la bouche de l'avocat de la défense qu'on va comme comprendre qu'est-ce que Poirot a pu justement découvrir. C'est super intéressant. J'ai jamais vu ça dans un Agatha Christie. Puis bon, à la fin, il y a quand même un petit retour sur les choses à la Poirot là, qui fait toujours... Mais c'était vraiment excellent. En fait, le roman est vraiment meilleur que l'adaptation télévisuelle. Par contre, David Suchet... indiscutablement est excellent là-dedans. C'est pas de sa faute si le scénario a été fait comme ça. Mais c'est dommage qu'elle peut conserver cette forme-là. Je pense que c'est parce qu'ils veulent faire des séries avec Poirot. C'est ça qui accroche un peu les gens qui veulent venir voir parce qu'ils vont voir l'acteur David Suchet et tout ça. Puis il y avait peut-être de la misère un peu à travailler avec l'espace-temps qui était vraiment dans un procès, mais avec des retours dans le passé, puis des changements de lieu dans le présent. Puis pourtant, il me semble que ça se fait bien en adaptation télévisuelle, mais c'était peut-être une question de moyens aussi. Donc, ça a été vraiment modifié, ça, puis ça change beaucoup, je trouve, la perception de l'histoire. Je trouve que dans le roman, ça donne plus place à la fragilité, la vulnérabilité puis l'humanité de certains personnages dans l'histoire, que je ne vous dirai pas lesquels pour pas vous divulgacher. Puis, en tout cas, l'interprétation de David Suchet
c'est vraiment une interprétation. Là. C'est pas une lecture audio, là, c'est une interprétation. Mais c'est pas une interprétation lourde. Des fois, il y en a là, qui essaient de faire des voix, puis il y a de la musique, puis il y a des effets sonores, puis il y en a un peu dans celui-là, mais ça fait un peu télé-théâtre, radio-théâtre. Mais là, celui-là, ben c'est peut-être ça, mais c'est tellement bien fait. C'est juste, il va jouer autant les personnages féminins que masculins, puis on dirait que la justesse des émotions est tellement là. Puis en plus, on va retrouver sa voix de Poirot qui est vraiment drôle, qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Puis en fait, on le reconnaît pas du tout, là. En tout cas, excusez, je suis vraiment fangirl, mais cet acteur-là est magique, là. Donc vraiment, ça vaut le coup. Si jamais vous avez à lire un livre en version originale, je vous dirais, allez-en en version audio, gardez-vous-le en papier si vous n'êtes pas sûr de bien avoir compris, mais ça vaut le coup. J'ai pas eu je dirais que ça a été une bonne lecture d'Agatha Christie. C'est quand même une très bonne lecture, là, pas comparé au Joanne Flook, c'est pas comparable, c'est vraiment de qualité. C'est parce que je connaissais beaucoup l'histoire, puis en effet, je me souvenais vraiment des tenants et aboutissants de l'intrigue, donc j'étais un peu biaisée par rapport à mon appréciation. Mais c'est vraiment habile, puis j'ai trouvé ça original pour la forme que Agatha Christie a donnée à son récit. Ça se passe dans un procès, c'est assez rare, pas du type Perry Mason d'habitude. Donc, et puis, c'est vraiment intéressant ce qu'elle a osé faire. Et puis, ben là, en fait, je dirais que j'ai un coup de cœur pour l'interprétation de la narration par David Suchet, mais complètement. Donc, je suis complètement soufflée. Alors, voilà pour la lecture. Et finalement, j'ai décidé de me lancer. J'ai testé des choses. J'avais fini par trouver la passeuse de mots, la grosse brique qui est dans ma pile du Cold Winter Challenge. Cold Winter Challenge. Et je l'ai commencé. J'ai réussi à le trouver en livre emprunté. Donc, j'étais super contente en audio emprunté parce que sinon, il fallait que je l'acquière. Puis ça ne me tentait pas nécessairement. Je l'ai déjà en papier. Puis je l'ai commencé. Puis j'aime pas vraiment la narratrice. Puis c'est vraiment une grosse brique. C'est comme 23 heures d'écoute. Puis j'étais comme, bon. Fait que je pense que je vais peut-être essayer de le lire en papier, mais ça va trop m'énerver. J'ai écouté 5 minutes, puis ça m'énervait. Je dis pas qu'elle est pas bonne, mais moi, ça ne le faisait pas du tout. C'est un roman qui est quand même dans le fantastique ou dans le fantasy, puis je sais pas, on dirait que sa voix, elle voulait trop. Bon, peut-être que c'est la transition après. David Suchet qui est tellement juste. Puis là, elle qui arrivait, bon, elle a peut-être malheureusement pâti de la comparaison, mais ça me parlait moins. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vous avais dit que peut-être que j'allais lire le fameux Mystère de la Chambre jaune de Gaston Leroux. Et je l'avais trouvé en audio également. Je crois que c'est la maison d'édition Saga Egmont, mais je suis pas sûre. Je pense que c'est une maison de production qui fait beaucoup de livres audio, mais peut-être pas nécessairement toujours avec des narrateurs super connus. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment intéressant. Le narrateur est vraiment intéressant. Puis ben voilà, je suis dedans. Ça demande beaucoup de concentration en livre audio. Je vais peut-être le finir en papier dans le fond pour le restant, pour la fin de semaine. Parce que en audio, ça demande vraiment beaucoup de concentration. Il faut que je recule souvent. Mais c'est intéressant. J'ai comme dans ma tête Rouletabille, Joseph Rouletabille. C'était un inspecteur, mais c'est un reporter. C'est comme un peu un Tintin, dans le fond. Fait que je trouve ça encore plus fun parce qu'en fait, on va suivre Joseph Rouletabille, qui était un jeune reporter d'enquête et dont le meilleur ami est un avocat, Sinclair. Puis c'est l'avocat qui va être le narrateur. Donc ça me fait un petit peu penser au duo, là, Hastings Poirot, Dr. Watson, Sherlock Holmes, entre guillemets. Et puis, il va s'intéresser à ce mystère-là qui s'est passé. Une jeune femme qui a été victime d'une attaque potentiellement mortelle dans une chambre fermée à clé. Et il y avait son père qui était à côté. Là, son père est un scientifique avec, je crois, un serviteur. Puis, ils n'ont pas vu personne entrer ou sortir. La fenêtre était fermée, la porte était verrouillée de l'intérieur. Il y avait un verrou. Puis, elle a été frappée à la tempe. Puis pour le moment, elle n'est pas décédée, mais elle n'a pas l'air d'être très forte. Donc, ça est paru dans les journaux et ça a intrigué Joseph Rouletabille. Et il a décidé de se lancer là-dedans. Donc là, on va le voir essayer en tant que reporter de se frayer un chemin. Et avec l'avocat, un peu comme une espèce de prêtre, pas de prêtre non, là, mais qui va être là quand même pour essayer d'être témoin finalement de la situation. Et puis, jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. C'est touffu. Mais jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. Je suis pas très loin. Là. Je pense que j'ai peut-être lu 10%, là, mais je vais continuer sans doute tout à l'heure. Mais ouais, j'ai décidé que j'allais lire celui-là. Parce que ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Je sais que c'est un classique. Je pense que ça va me plaire vraiment. C'est différent. Ce que j'ai compris, c'est qu'il va y avoir un enquêteur qui va quand même rentrer dans la dynamique. Qui va malheureusement peut-être mettre des bâtons dans les roues de Joseph Rouletabille. Mais je pense que je vais rire à chaque fois que je vais dire Rouletabille. Vraiment, j'ai 5 ans.
Donc, mettre peut-être des bâtons dans les roues de Joseph Rouletabille. Mais bon, on verra pour la suite. Mais on dirait que c'est pas du cozy mystery, mais c'est comme du journalisme d'enquête cozy, je sais pas trop quoi, là, je sais pas trop, mais c'est qu'en plus, c'est mystérieux. J'ai pas voulu lire aucune quatrième de couverture, aucun sommaire. Je vais peut-être tricher puis le mettre dans le calendrier de l'Avent, la catégorie du Cold Little Challenge, qui disait que c'était un livre que j'ai lu sans connaître le résumé. Parce que c'est juste la prémisse. Le mystère de la chambre jaune, c'est juste quelqu'un qui a été trouvé dans une chambre jaune verrouillée, puis on ne sait pas comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui a pu rentrer là. Donc, j'ai pas beaucoup de détails, fait que je vais voir, mais de toute façon, je vais lire Enemy, qui rentre ou pas dans mon Cold Winter Challenge. Mais je vais vous en donner des nouvelles. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir plongé là-dedans. Donc, ça sera ma semaine policier, polar, cozy. Je vais en avoir lu potentiellement 3. Donc, quand même, c'est impressionnant. Des genres complètement différents. Ben, pas complètement différents. Mais je vais avoir eu vraiment un cozy mystery qui se prend pas au sérieux. Un classique d'Agatha Christie avec une forme originale et un classique de l'influence pour les whodunits puis les huis clos, qui est le fameux Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Donc, ouais. Très bonne semaine thématique, je trouve. Alors, ouais, je vais vous revenir dès que je peux. À plus tard. Eh bien, bonjour. Alors, on se retrouve pour un petit unboxing parce que j'ai reçu ma seconde cube, la box littéraire. Bon, si jamais vous voulez, là, je vous référerai à... J'ai déjà fait un unboxing dans un autre vlog. Je vais essayer de vous le retrouver puis vous le mettre dans le petit i. Mais bref, voici. Donc, à chaque mois, je donne mes préférences et concernant le livre que j'aimerais recevoir selon un questionnaire qui est déjà préétabli. Et un libraire va relever le défi et me suggérer quelque chose. De mon côté, je demande à être avisée du livre parce que comme j'en ai quand même beaucoup lu, pour éviter d'avoir des doublons, je préfère quand même le savoir. Et cette fois-ci, comme je vous avais dit lors du dernier unboxing, j'avais demandé à faire un défi quand même particulier, c'est-à-dire que j'avais demandé un livre, parce que moi j'aime beaucoup Fred Vargas, mais j'ai fait le tour de ses romans policiers, et là maintenant elle est rendue dans un autre genre complètement, et j'avais demandé quelque chose qui pouvait me faire penser au policier de Fred Vargas. Encore une fois, je pense qu'on est un petit peu en dehors, de ce que j'avais demandé, mais j'aime toujours ça de dire quand même accepter pour voir si c'est pas quelque chose qui pourrait me plaire. J'ai quand même eu des belles découvertes dans des cas comme ça. Par exemple, le fameux Marraine de Jean-Baptiste Andréas, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à la suggestion d'un libraire, que j'avais l'impression au départ qui était un petit peu off, mais finalement qui est allé rejoindre exactement ce que j'avais envie de vivre comme expérience littéraire. Donc, préambule très long, donc la cube. Alors, je sais pas si... Bon, évidemment, moi, ça vient de l'Europe, donc des fois, c'est un peu... c'est un petit peu abîmé, mais je vais peut-être vous cacher un peu les choses pour éviter que ça soit spoilé. Alors, dans la cube, nous avons plusieurs choses habituellement. Nous avons le livre et certains goodies. Donc, voici. Je vais commencer par les goodies. Donc, il y a toujours des petites choses. Cette fois-ci, je crois que c'est un... Il y a toujours la petite revue. Ouais, là, dans ce cas-ci, on a droit à un extrait qui est L'ombre des oreilles de Jean-Pierre Martinet. Il y a eu un petit peu de misère. Mais voyez-vous, c'est comme, disons, je sais pas, les 2-3 premières pages. Donc, c'est pour nous permettre peut-être de découvrir le fameux livre qui est... j'ai dit l'ombre des oreilles, mais c'est l'ombre des forêts. Parce que, tu sais, c'est sûr, gris pâle sur fond noir, c'est audacieux, mais ça n'a peut-être pas tout à fait bien fonctionné. Et je crois que c'est noirceur. Je ne sais pas si c'est du fantastique, mais bref, je vous en parlerai un peu plus. Puis je crois que c'est ici qui est en... Non, ça c'est un petit goodies de la cube. OK, donc celui-ci, c'est pour l'extrait. Ensuite, on a eu... on a souvent des infusions. Donc, dans ce cas-ci, je suis contente. C'est des thés Kusmi que j'aime beaucoup habituellement. Là, c'est la saveur Anastasia. Donc, ça, j'aurais vraiment aimé ça. C'est Orange Blossom Flavored Black Tea with Bergamot and Lemon. Lemon, pardon. Donc, j'adore tout ce qui est bergamote. Donc, c'est pour ça qu'absolument, j'aime bien mon Dieu, j'ai comme un petit... le Earl Grey. Puis là, dans le fond, en plus, il y a voyons, j'ai de la misère aujourd'hui. Une saveur d'orange
et de citron en plus. Donc, excellent. Donc, ceci pour les petits thés Kusmi. On a également une petite gâterie. Je me demandais si j'allais l'avoir parce que j'avais quand même vu dans les box s'ils avaient. Puis ça a l'air excellent. Donc, c'est une petite pâtisserie feuilletée et remplie à la crème de noisette. Donc, ça a l'air trop gourmand. C'est assez bien rendu parce que des fois, ça va être des petits biscuits. Souvent, c'est un petit peu squashé. Là, ça a l'air pas si mal. Ensuite, on a deux trucs un peu sous le thème, je crois, de la rose. On a le marque-page rose créé avec amour par Cube. Alors, on va voir ce que c'est. C'est un marque-page magnétique, je crois. Ou quand même, beau travail. Donc, un marque-page magnétique, mais pas juste sur le haut de la page. Moi, souvent, les marque-pages magnétiques, j'aime moins ça parce que je trouve que ça abîme le haut de la page. Puis, ils sont souvent très petits comme c'est ici. Là, c'est vraiment, là, vous voyez, ça va prendre une bonne partie de la page. Donc, marque-page magnétique. Voilà. Donc, ils se sont lancés dans la création. Habituellement, ce sont des marque-pages cartonnés très traditionnels. Dans celui-ci, on a quelque chose de bien spécial ici. Ensuite, on a, comme d'habitude, une petite carte postale qui est la carte de remerciement libraire qu'on peut envoyer à notre libraire pour le remercier. Donc, on est encore dans le thème des roses. Ensuite, on a la petite brochure préface qui est habituellement ce qui est envoyé aux personnes qui sont dans la cube pour parler souvent des nouveautés. Ensuite, ça c'est... Bon, je pense que c'est de la littérature gothique, l'extrait qu'on a, parce qu'ils nous mettent le meilleur de la littérature gothique. Ils vont nous préparer, ils vont nous présenter c'est quoi l'extrait, présenter des libraires, donc l'espèce de petite revue informative. Et en plus, ils nous ont donné une espèce de petite carte d'affaires signée, peu importe, mais c'est un petit calendrier en même temps, donc ça a été produit par la Cube. Voilà, donc bon, voilà, ça c'est bien, c'est le petit produit dérivé La Cube. Et enfin, le fameux livre qu'on m'a proposé pour que j'ai l'impression que je retrouve l'esprit dans un Fred Vargas. C'est un Jeffrey Ford, c'est La fille dans le verre. C'est considéré comme du folio policier, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de notions de science-fiction. Ça a quand même gagné le prix Edgar Allan Poe en 2006. C'est une traduction, actuellement, je fais un peu moins de traduction. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller. Donc, ce que je vais faire, c'est... en plus, on a un autre... ouais, c'est qu'on avait la petite carte qui vient du libraire ici. Donc, le petit mot du libraire qui nous disait ici « Bonjour Marie-Soleil, voici pour vous cette intrigue captivante peuplée de sympathiques personnages et baignant dans une atmosphère mystérieuse. » Donc, j'avais parlé que j'aimais beaucoup l'ambiance un peu semi-policier politique de Fred Vargas, puis je crois qu'il essayait de se rapprocher de ça. Donc, je crois que je vais vous lire la 4e. Arnaquer des riches crédules en organisant chez eux des séances de spiritisme est une chose. Être soi-même la victime d'une sorte d'hallucination inexplicable en est une autre. Shell, illusionniste de talent, bien placé pour être le plus sceptique des hommes, a pourtant bien vu, dans le reflet d'une baie vitrée, l'image d'une fillette disparue. Fantôme? Hallucination? Mauvaise farce? Dans l'Amérique en crise puritaine et hypocrite de la prohibition, et alors qu'en Europe les thèses nazies donnent de la voix, Shell, accompagné d'un immigré mexicain de 17 ans et d'un ancien Hercule de foire, refuse de trancher et décide de retrouver l'enfant. Pouvait-il imaginer qu'il allait, par sa curiosité, heurter de plein fouet un monde obscur et terrifiant? Ça m'a quand même beaucoup intriguée parce qu'on avait un petit peu le côté, pas forain, là, mais univers circassien, littérature de l'imaginaire qui était un peu à cheval entre le mythe et la réalité. Puis ça m'évoquait, ben c'est pas du tout pareil, mais ça me donnait un petit peu une petite bouffée de réalisme magique à la Carla Ruiz Zafón. Je suis peut-être complètement dans le champ, là, je vais vous dire quand je l'aurai lu, mais c'est pour ça que je me suis dit, bon, on dirait que ça ne me correspond pas vraiment à ce que j'avais l'impression de retenir de Vargas, mais pourquoi pas. Puis c'est vrai que c'est une proposition très originale. On est beaucoup dans l'improbable, pas l'improbable, mais avec Vargas, il faut comme accepter qu'il y a des choses qui se passent, mais qu'on ne comprend pas exactement, puis qu'on n'essaie pas de les expliquer. Donc, je pense qu'on est vraiment là-dedans. Alors, voilà. Traduction, ça se passe aux États-Unis dans le temps de la Prohibition. En anglais, le titre, c'est The Girl in the Glass. Donc, je vais le commencer en français. Si jamais je vois que la traduction me dérange, je le lirai en anglais, mais souvent pour le policier, pas pour le policier, mais pour plus le science-fiction, parce que j'avais l'impression que c'était comme plus à cheval entre les deux, mais là, quand je lis, ça sent vraiment du policier. Souvent, pour tout ce qui est littérature de l'imaginaire, ça me dérange comme moins d'être en traduction, parce que c'est rare qu'on va mettre de l'argot, du gros argot intense. Puis c'est ça souvent qui va me déranger. J'ai pas de misère avec l'argot quand c'est la langue originale du livre, mais quand c'est une traduction, comme là, ça se passe
dans l'Amérique sombre de la prohibition, ben je m'attends pas à de l'argot franchouillard qui arrive là, donc je vais voir. Mais bref, je suis bien intriguée. Alors voici le livre qu'on m'a proposé. Alors voilà, c'était donc La Cube. Alors on va mettre les petites choses ici. Le livre proposé qui ferait référence à l'univers de Fred Vargas, la carte postale que je pourrais envoyer au libraire, le petit mot du libraire. Ensuite, on a eu droit cette fois-ci, puis là, je suis vraiment désolée, ça a comme vraiment pas bien traversé le temps. Je pense que ça a juste un petit peu trop bougé. On a eu droit, dans le fond, à l'extrait d'un roman gothique, L'ombre de la forêt. L'ombre des forêts de Jean-Pierre Martinet. Avec, évidemment, comme toujours, la revue préface qui vient par La Cube et un petit calendrier spécial. Cette fois-ci, on a été super gâtés avec le marque-page parce que c'est un marque-page spécial, magnétique, vraiment gros avec des roses qui fait très gothique et ça va avec, j'imagine, l'univers du livre qui est proposé. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer. Moi, dans le fond, c'est ça. Ce que j'aimais moins, c'est que souvent, j'avais l'impression que ça allait briser les pages. Mais là, bon, je ne sais pas si vous voyez que pour un format poche, le signet est quand même très grand. Donc, c'est sûr que techniquement, je pourrais l'utiliser juste comme un signet comme ça, mais étant donné qu'il va être épais parce qu'il y a du magnétique, bien, dans le fond, je pourrais dire, par exemple, je suis rendue à cette page-ci. Oups! Quelle dextérité, Marie-Soleil. Donc, voilà. Et puis, ça fait ça comme ça, donc. Et voilà. Très belle idée. Et enfin, les petites gâteries, comme d'habitude, les 2 thés Kousmiti, que ça, je sais que je les ai mis. J'adore absolument ce qui est produit par Kousmi. Puis en plus, ils tombent exactement dans mes tables parce que c'est très Earl Grey. Et la les petites gâteries à la crème de noisette. Donc voilà. Alors voilà pour La Cube. Donc, ben c'est ça. Encore une fois, je vous dis, c'est vraiment acheté avec mes sous. Je fais pas de la promo. J'ai pas de partenariat avec La Cube. Ben, si ça leur tente d'en faire un, c'est leur idée. J'ouvre les portes. Mais j'en ai pas du tout, donc je pouvais acheter avec mes sous. J'avais testé plusieurs boîtes, puis ça reste celle-ci qui me convient le mieux. Donc, je crois que je vais la maintenir encore pour un autre mois. On va voir pour la suite. C'est quand même par abonnement. Mais pour le moment, ça me semble quand même vraiment bien intéressant. Alors voilà, c'était pour le très long unboxing de La Cube. Puis, ben, écoutez, moi, je poursuis ma lecture. J'ai essayé audio, là, mais je poursuis ma lecture du Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. C'est celle-là, l'édition que je vous disais que j'avais dans la bibliothèque du collectionneur avec la jaquette. Là, quand je le lis, j'enlève la jaquette parce que ça m'énerve, mais c'est celle-là, les éditions que je vous disais que c'était des éditions en tissu avec la tranche dorée et le petit signet en tissu. Puis dans le fond, là, pour vous donner une idée, je l'ai seulement lu en audio, mais j'ai lu dans le fond ceci et il me reste ceci. Mais dans l'édition, c'est vraiment dense. Et puis, c'est quand même un parler qui est un peu à l'ancienne. Un petit peu, je dirais, pas empoulé, là, mais un peu. Donc, je me rends compte que même si je n'étais pas trop certaine que... Bon, je trouvais ça correct d'avoir le audio, mais je n'étais pas trop certaine que j'avais envie de le poursuivre en audio. Ça se peut que je continue quand même de l'écrire en audio parce que ça me fait un peu penser, c'est un peu à mi-chemin comme parler entre le classique, disons, puis le contemporain. Donc, des fois, on dirait que j'ai la misère à embarquer. Puis j'ai remarqué que même s'il est petit, il n'a pas été beaucoup utilisé. Puis ça demande beaucoup de... c'est positif, là. La reliure en tissu est vraiment solide. Ça demande beaucoup de force pour le tenir ouvert. Puis j'ai vraiment pas le goût de lire comme ça parce que c'est un petit format, donc, puis comme les pages sont bien pleines. Donc, je pensais que ce serait plus comme un confort de lecture parce qu'il est plus petit, mais finalement, il est très petit. Fait que je sais pas. Je vais l'essayer, puis on verra bien. De toute façon, je vais vous en parler. Mais donc, pour rappel, je suis en train de lire le fameux, tardivement, Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Alors, sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Puis, non, à la prochaine, habituellement, je dis ça à la fin du vlog. Je vous dis à presque tout de suite. Puis, ben, j'espère que vous passez une belle fin de semaine. Eh bien, bonjour. Alors, je vous fais un petit book haul rapide parce que je viens de passer à la bibli et je suis allée me chercher des trucs qui me faisaient envie spontanément. Donc, je les avais réservés pour aller les récupérer plus tard.
Alors, tout d'abord, ça fait longtemps que j'ai entendu parler de cette BD-là. Je crois que c'est chez Le Souffle des mots. Et puis, ça s'appelle Les Petits Monarques de Jonathan Case. Et c'est une traduction, là, mais bon, c'était un gros roman graphique. Si je me souviens bien, c'est de la science-fiction. États-Unis, année 2101, l'humanité est au bord de l'extinction totale. Ça s'en est bien. Seuls quelques milliers d'individus, terrés sous la surface, ont survécu à la catastrophe climatique qui a provoqué la maladie du soleil et décimé les mammifères du globe. Elvie, 10 ans, et sa gardienne Flora, une biologiste, suivent la migration des papillons monarques dans l'Ouest américain pour recueillir leur précieuse écaille, seul remède efficace pour contrer les effets dévastateurs des rayons de l'astre lumineux. Parviendront-elles à fabriquer le sérum qui sauvera le reste de la population avant qu'il ne soit trop tard? Je trouvais que c'était une prémisse vraiment intéressante. Je dirais que j'avais vu la couverture en langue originale, puis elle me tentait tellement pas que, oui, j'ai décidé de le lire quand même en version traduite parce que je trouvais qu'elle était vraiment belle, la couverture. Et à l'intérieur, par contre, les traits sont un petit peu moins travaillés. Donc, c'est un petit peu plus spontané. On dirait presque que ça a été fait comme au crayon de bois. Comme ça ici. Un peu, pas archi, mais quasiment comic book, là. Donc, je vais voir, mais ça me disait bien de tenter le coup. Il y a aussi des pages quand même vraiment pleines, un peu comme de narration, comme c'est ici. Donc, voilà. J'avais envie de découvrir ça, donc je l'ai pris. Ensuite, j'ai vu passer ça, c'est une nouveauté. Puis ça me disait bien, c'est 1000 pages plus tard de Marie Potvin. Donc, 1000 pages plus tard, je n'ai toujours rien compris de Marie Potvin. C'est publié chez Les Malins. Et je crois que c'est de l'ado. Donc, dans la vie, j'ai 2 ambitions. La première, dévorer tous les romans de mon interminable pile de livres à lire. Et la deuxième, ne pas me laisser détourner du premier objectif. Ça devient compliqué quand mon nouveau voisin désagréable semble tout faire pour attirer mon attention. On dirait qu'il fait exprès pour toujours se trouver sur mon chemin. Et parce que malheur ne vient jamais seul, dans mon cours d'art plastique, je suis coincée à la même table que le pire trio, Mathéo, Jules et Rohan. Ils ont toujours été invivables, mais cette fois, ils dépassent les bornes. Lorsqu'une série de méfaits mystérieux sont commis contre Mathéo, je ne sais plus quoi penser. Est-ce que j'aurais un allié caché dans l'ombre? Donc, c'est un tome 1, un début de série. Je trouve que ça a l'air vraiment chouette. C'est des courts chapitres, comme vous pouvez voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu d'ado, québécois encore plus. Donc, ça me tentait bien d'essayer ceci. Et enfin, ça allait me trouver vraiment fatigante. Mais c'est en raison c'est le fameux Cold Winter Challenge et ses catégories. La fameuse catégorie, je me souviens plus, je pense que c'est dans Yule, la première catégorie là, qui était un livre que vous aviez aimé enfant comme une relecture, puis j'avais pas eu le goût de relire un livre, mais je m'étais dit je pourrais peut-être relire une adaptation en roman graphique d'un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé quand j'étais plus jeune. Puis là, j'ai vu passer celle-ci, Anne la maison en pignon vert, c'est dans la bibliothèque verte. C'est chez Nobi, puis c'est des classiques en manga, il y en a plusieurs. J'hésitais un peu parce qu'habituellement, ça, c'est vraiment des mangas avec des expressions typiques, les codes du manga et tout ça. Mais je pense que c'est pas si mal à l'intérieur. Donc, ça ressemble un peu à ça ici. Donc, c'est quand même un peu... C'est pas artistique, mais on est un petit peu moins... On est quand même un petit peu plus loin de la tradition. Comme là, par exemple... Il y avait quand même quelques petits trucs que je voyais. J'essaie de trouver une autre image, peut-être. Donc ça, je pense que c'est Matthew. Donc, je vais voir là, si je le lis ou pas, mais j'avais envie quand même de l'avoir. Puis bon, c'était à la Bibli, c'est gratuit, pourquoi pas. Alors, voici mon mini book haul de la Bibli. Je vais essayer de les mettre à l'endroit, les titres. Donc, voilà, mini book haul de la Bibli. Et puis, ben, écoutez, je vous en parle dès que je m'y plonge, si je m'y plonge. Alors, tout bientôt.
bien le bonjour. Alors, on se fait un petit rapide coucou parce que je vais clore ce vlog dès maintenant. Mais avant, je vais faire un petit point lecture parce que oui, j'ai enfin terminé de lire le fameux Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Donc, je l'ai terminé finalement majoritairement en livre audio. Et mon opinion n'a pas beaucoup changé. Donc, en fait, la raison pour laquelle j'ai continué en livre audio, c'est vraiment parce que le ton, c'est quand même un livre qui a été écrit il y a un bon moment. Et c'était un ton un petit peu plus proche d'un classique. Puis c'était assez touffu, une structure particulière, parce que oui, je vous disais que c'était l'ami Sinclair qui faisait la narration, mais en fait, souvent, il va rendre compte, mettre à la disposition des lecteurs des extraits de journaux de certains des personnages. Donc, c'est un peu une narration dans une narration. Et puis à ce moment-là, le ton va s'adapter selon le personnage. Puis c'est quand même un peu plus ampoulé. Puis je trouvais ça intéressant d'avoir la narration parce que le narrateur est vraiment excellent. Puis il rendait ça très intelligible. Donc j'ai poursuivi tout simplement avec le narrateur. Et ma foi, c'était fort intéressant. La mise en place est un peu longue et parce que, bien sûr, on apprend à bien connaître, dans le fond, Joseph Rouletabille, le journaliste, Sinclair, puis un peu les protagonistes principaux, dont la jeune femme qui va se faire attaquer dans la chambre jaune et qui, en fait, à partir duquel le mystère va finir par essayer d'être résolu et tout ça. Et ensuite, je ne voudrais pas vous en dire beaucoup plus parce que je crois qu'il faut vraiment rester à cette prémisse-là si vous voulez en profiter vraiment. Tout ce que je peux dire, c'est que Rouletabille est vraiment un adepte des petites cellules grises avant l'heure. Donc, on va avoir une solution. Ça prend beaucoup de temps avant de s'y rendre parce que, dans le fond, le lecteur est vraiment dans le noir. Puis c'est vraiment une enquête où certaines pistes sont lancées au lecteur, mais certains détails sont vraiment cachés, donc un peu à la Agatha Christie. Donc, c'est pour ça que je vous disais, à l'envers, là, parce que Agatha Christie a dû s'inspirer de ça, mais je veux dire, un peu comme ce qu'on était habitué des fois, qu'on n'a pas toutes les données pour les Agatha Christie, puis donc on peut soupçonner un peu qui est potentiellement impliqué, mais peut-être pas les motifs. Puis dans ce cas-ci, c'est encore plus tu, dans le fond. Donc, c'est vraiment des surprises lorsque c'est révélé. Puis c'est pas révélé lentement. Ça me donne l'impression, puis c'est peut-être moi, je l'ai pas lu, mais j'ai pas fait plus de recherches, mais ça donne l'impression que ça avait comme été publié quasiment en feuilleton. Ben voilà. Waouh, j'ai l'information. Donc, Héros du mystère de la chambre jaune paraît en feuilleton dans l'illustration en 1907. Donc, ça s'explique. Parce que comme chaque chapitre a un titre, puis ça nous dit dans le résumé du titre qu'est-ce qui va se passer un peu dans ce chapitre-là. Puis, la résolution, elle s'est faite sur plusieurs chapitres. Donc, j'en ai déduit que c'était sur un feuilleton, puis qu'on ne voulait pas nécessairement que ça se termine. Alors, ça explique la forme. Par contre, c'est une forme qui est particulière puis à laquelle on est moins habitué maintenant de nos jours, au niveau contemporain. Donc, c'est sûr qu'il faut s'y habituer, mais ça vaut le coup. Et puis là, ce que je viens voir, c'est que c'est également le concurrent français de Sherlock Holmes et Hercule Poirot. Donc, je me demande si ça n'a pas été écrit à la même époque. J'en ai comme aucune idée. J'aurais dû vérifier ça avant, en 1907, mais je l'ai dit tantôt. Donc, 1907. Donc, ouais, dans le fond, c'était un petit précurseur un peu de Agatha Christie, mais peut-être pas pas de beaucoup. Donc, puis on voit aussi que, dans celui-là, il va vraiment comme un petit peu discréditer les Sherlock Holmes dans le côté que c'est beaucoup axé sur les manifestations physiques, les indices et tout ça, puis que c'est comme si on tire des indices, des conclusions, alors que le journaliste Rouletabille, c'est plus un adepte vraiment des cellules grises. Donc, il va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, créer un raisonnement, puis réaliser qu'il y a juste une façon que ça peut s'être passé, même si pour le moment, les indices ne sont pas nécessairement là. Fait que ça se rapproche vraiment beaucoup d'Hercule Poirot comme façon de fonctionner. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça n'a pas été évident comme lecture, dans le sens où il fallait vraiment se le faire. Je crois que si jamais vous avez envie, ça vaut la peine de le découvrir en livre audio, parce que vraiment, ça rend les choses plus dynamiques. Mais si ça ne vous dérange pas du tout d'avoir un ton qui est un petit peu plus ancien, puis vraiment le côté par feuilleton, donc ça va vraiment comme en circonvolution, on en apprend un peu, on n'est pas sûr, on en apprend un peu. À ce moment-là, allez-y en papier, il n'y a pas de souci, mais ça vaut quand même la peine. Vraiment, quand on a un narrateur qui est dynamique, ça vaut le coup. Donc, vraiment, bien heureuse d'avoir découvert ce livre-là. Et j'ai comme bien envie de l'inscrire quand même en trichant un peu, mais ça fait partie de la vie, dans le Cold Winter Challenge. Dans la fameuse catégorie que je vais vous mentionner ici avec le nom, puis c'était la catégorie calendrier de l'Avent. Puis c'était un livre dont on n'avait pas le résumé, parce que il n'y avait pas de résumé détaillé, bien sûr, parce que c'est un policier, mais tout ce que j'avais comme
comme résumé pour tout le monde, c'est le mystère de la chambre jaune. Donc, qu'il y avait eu un meurtre dans une chambre jaune fermée à clé de l'intérieur et qu'on ne savait pas comment l'expliquer. Donc, comme je n'avais pas beaucoup de détails, j'ai envie de le mettre là. Bon, je vais voir si je le conserve là, mais ça me tente très bien parce qu'en plus, c'est un livre que ça fait longtemps que j'avais dans ma pile à lire. Je suis vraiment contente de l'avoir finalement lu. Puis, c'est grâce quand même à ce que, comme je vous l'avais dit, au fait que... je sais pas si Triple L de Mag, ben dans le fond, le gang d'état de bague, là, Fluent Books, Triple L de Mag, je pense que Petite Lectrice l'avait lu il n'y a pas très longtemps, puis ça m'a comme donné envie de tenter le coup. Donc voilà. Alors j'en dis pas plus parce que ce vlog est complètement hors de contrôle le côté durée. J'espère que ce long périple livresque-là vous a plu et je vous souhaite des excellentes lectures pour les semaines à venir. Et comme toujours, je vous invite vraiment à vous manifester en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu dans cette semaine, j'étais plus en mode policier. Est-ce que vous avez lu ça? Est-ce que vous osez lire des classiques en policier? Donc, n'hésitez pas à vous manifester comme je vous dis. Bien sûr, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce pour le soutien dans les algorithmes et à vous abonner parce qu'on ne sait jamais quand il y a des vidéos surprises en plus des carnets de lecture hebdomadaires. Alors, allez-y. Et puis, ben, écoutez, on va se dire comme à l'habitude, à la semaine prochaine.